Mesdames, Messieurs, bonsoir. Guerre Russie-Ukraine. Ce que nous savons à l'aube du 1200e jour des affrontements sur le terrain diplomatique d'abord. Les négociations à Istanbul hier ont sans surprise échoué, notamment à parvenir à un cessez-le-feu. Mais les parties ont tout de même convenu d'échanger 1 millier de prisonniers de guerre de chaque côté, y compris les blessés graves et les jeunes soldats. Les conditions de la Russie pour un règlement tel que la reconnaissance des territoires annexés et la neutralité de l'Ukraine ont été, encore une fois sans surprise, jugées inacceptables par Kiev. Sur le terrain des combats, cette fois, l'Ukraine affirme parallèlement avoir mené une nouvelle attaque sur le pont de Crimée, symbole de l'annexion de la péninsule par la Russie. Et la situation s'est intensifiée avec ces grandes attaques de drones ukrainiens sur des bases aériennes russes ce week-end et qui ont réellement démontré la capacité de l'Ukraine à frapper loin derrière les lignes de front. Nous allons en parler en détail avec nos experts ce soir. Pour Volodymyr Zelensky, l'Ukraine ne se soucie pas de la colère russe après les attaques de drones qui ont endommagé près du tiers des avions de guerre russes. Le président ukrainien y voit une nécessité pour la Russie de mettre fin à la guerre. Comment? Sans tractation. À ce propos, le président turc Erdogan a exprimé son souhait de réunir Poutine, Zelensky et Trump pour des pourparlers. Rien que ça. Sur un autre front, la victoire du nationaliste Karol Nawrocki à l'élection présidentielle polonaise devrait tendre les relations avec Kiev. Comment, justement, et comment y voir plus clair dans cette guerre qui dure? Nous allons voir cela avec nos invités. D'abord en plateau, l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous encore une fois sur le plateau de Média TV. Merci beaucoup. Et se joint à nous depuis Paris le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuis. Bonsoir et bienvenue à vous aussi et merci de vous joindre à nous. Et bonsoir Hassan. Bonsoir. Alors tout d'abord, messieurs, donc c'est l'actualité, la signification stratégique et symbolique de ces frappes contre ce pont de Crimée. Enfin, ces frappes, cette opération très minutieuse des forces ukrainiennes contre ce véritable symbole de l'annexion de la Crimée, ce pont dont on voit les images de l'opération sur ces vidéos qui ont été diffusées largement par les Ukrainiens, et on comprend cela. Colonel Saoud, d'abord, qu'est-ce que cela renseigne sur la capacité militaire de l'Ukraine? Bien, avec cette attaque du pont de Kerch, la troisième du genre, il y en a eu en 2022, en 2023, et hier, me semble-t-il, c'est un objectif majeur pour les Ukrainiens, en termes de symbolique d'abord, l'annexion de la Crimée, et puis c'est un passage logistique important vers les unités russes qui sont dans les oblasts annexés. Et donc, il restera toujours, de mon point de vue, un obstacle, un objectif permanent pour les Ukrainiens, tant soit peu qu'ils peuvent le faire. En tout cas, il y a eu, comme on dit, il n'y a pas 203, il pourrait y avoir une 4e et une 5e attaque sur ce véritable symbole de l'annexion de la Crimée. Alors, puisqu'on est dans la symbolique, on va revenir sur les attaques de ce week-end. Bien que le Kremlin n'a pas réagi, mais pour comprendre comment l'Ukraine a réussi à frapper au cœur de la Russie, voire même à l'extrême sibérique du géant russe, comment cette opération toile d'araignée a-t-elle été effectuée, colonel Saoud, et surtout quel impact sur la guerre? C'est une opération la plus hybride qu'on ait vue jusqu'à présent. Pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous appelez par hybride, colonel? Eh bien oui, un mélange de l'humain, du satellitaire, du technologique, du renseignement, de la logistique, de la préparation. Et donc c'est une opération très complexe. Si vous permettez d'abord pour la date. Oui, la symbolique encore une fois. C'est de la symbolique. 1er juin 1996, c'est la fin de l'Ukraine, si vous voulez, nucléaire. À la suite de ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest, qui a permis à
avec le parrainage des États-Unis, de la Russie et du Royaume-Uni, de dénucléariser et l'Ukraine et la Biélorussie et évidemment le troisième pays. Et voilà que le 1er juin, c'est une date triste pour l'Ukraine parce qu'on n'a pas garanti l'intégrité territoriale de ce pays qui figurait dans le mémorandum. Et donc pour moi, c'est un pied de nez, d'abord au parrain du mémorandum, mais ensuite aussi à la Russie, parce qu'il faut savoir que certains des bombardiers qui ont été touchés étaient auparavant en Ukraine quand il était nucléaire. Sur le plan de l'opération, il faut savoir qu'en amont, c'est 18 mois de préparation. Dans le secret, dans la discrétion, beaucoup de reconnaissance sur le terrain russe. Oui. Et parce qu'on peut le voir sur cette animation, colonel comme vous le voyez, Saoud, on est en train de voir quand même, et surtout sur la base aérienne d'Olenia. Absolument. Et comme vous me l'expliquiez avant l'émission, il y a une seule base qui n'a pas été touchée. Elle porte le nom de l'Ukraine. Ukraine. Oui, c'est ça. Ukrainka. Oui. Elle est loin et c'est là où c'est la 5e. Donc, on est dans du 80% de réussite sur ces plans-là. Vous avez la plus lointaine, c'est celle-là d'Olenia. Vous êtes en pleine Sibérie. Vous avez Belaya exactement. Vous êtes à la frontière avec les pays scandinaves. Comment ils ont pu faire cela? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Il y a beaucoup de théories. Comment, avec quel matériel cela a pu être effectué et opérationnel, tout simplement? C'est du matériel low cost, comme on dit dans le jargon, mais qui a été permis par la proximité des objectifs. Ils étaient à 10 km de toutes ces bases stratégiques-là. Donc, il y a toute une opération. Vous savez, autant on peut en savoir, on n'en saura pas grand-chose pour le moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été dites. Mais c'est ce que dit le Kremlin. Et dit le Kremlin, interrogé justement sur la question, le Kremlin refuse de commenter. Il dit qu'on attend les résultats de l'enquête. Tout à fait. Mais c'est une opération multi-objectif dont la géographie est diversifiée jusqu'à 4300 km, vous vous rendez compte? Et puis, c'est la surprise, c'est l'échec des renseignements russes. Comment une opération de telle envergure pouvait passer sans que personne ne le sache. Et ça, je pense que passer le temps de la sidération, parce qu'il y a de la sidération, je ne sais pas comment il va réagir. Il y a des réactions épidermiques en ce moment dans les bombardements, dans l'envoi des missiles, mais il faut attendre parce que... Ce sont des drones qui ont été utilisés. Ce sont des drones fabriqués probablement en Ukraine, transportés jusqu'à proximité avec des camions à 10 km, 15 km, des objectifs ciblés et qui ont été commandés de Kiev. Et une fois installés, il y a une bâche qui s'ouvre automatiquement et il y a les drones qui vont vers l'objectif à basse altitude et donc pas reconnaissables. Autre détail, c'est ce qu'on appelle les FPV, First Person View. Le pilote, c'est comme s'il était dans le drone. Il a des images, il dirige, et c'est de l'inédit. Et il faut attendre longtemps pour avoir une opération d'une telle envergure parce qu'elle est d'une réussite terrible. Ben, ça mérite quand même qu'on touche un mot sur son instigateur. L'instigateur de cette opération. Elle est préparée depuis longtemps et puis, évidemment, il y a un contexte. Voilà, on le voit ici avec le président. C'est l'ingénieur, oui. C'est le chef des services de renseignement ukrainiens, mais il a été supervisé par le président lui-même. Donc pour vous, ce que vous dites, c'est une opération 100% ukrainienne, colonel Saoud. Il n'y a pas une aide, un soutien d'un pays Je pense que sur le plan des renseignements, on en saura plus, on en saura davantage avec le temps. Oui. Mais pour le moment, il n'y a rien de filtre. Mais en tout cas, c'est une réussite. Et si des renseignements européens, peut-être voisins, auraient contribué à ça, c'est dans l'ordre des choses.
Très bien. Emmanuel Dupuis, un mot sur cela, d'autant plus que cette opération a été menée, et là il faut le préciser quand même, à la veille de la tenue de négociations à la capitale turque, donc entre Russes et Ukrainiens. Est-ce que cela dit, les négociations ont quand même eu lieu malgré cette attaque majeure ce week-end sur des bases russes par l'Ukraine? Oui, c'est ce qu'on a appelé le Pearl Harbor russe. C'est vrai que c'est un échec des services de renseignement russes et une grande réussite des services de renseignement ukrainiens. Pour répondre à votre question, l'Ukraine, désormais, n'a plus besoin des services de renseignement pour inventer un certain nombre d'opérations. De ce point de vue, d'ailleurs, c'est une façon de montrer aux Européens que nous sommes la très grande maîtrise de la capacité de production de drones. Cet essaim de drones qui a été programmé longtemps, très longtemps à l'avance. D'ailleurs, souvenez-vous-en, cette attaque est concomitante avec une autre attaque de drone, vous l'avez mentionné à travers ces images. La troisième attaque du pont de Kerch, ce n'était pas un missile, mais un drone sous-marin, enfin un drone naval. Ça veut dire que les Ukrainiens sont passés maîtres dans l'art de l'utilisation de la domotique et donc des véhicules armés non humains. Et donc, de ce point de vue, ça nous dit beaucoup sur la capacité des forces armées ukrainiennes, désormais, à pouvoir résister si on leur donne les moyens. Alors, comme l'a rappelé Hassan, contrairement à l'image que vous avez montrée, il ne s'agit pas de drones de haute intensité, mais des drones qui coûtent $500. Et là, l'Ukraine en a quasiment plusieurs millions à disposition. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, étant donné que 80% de réussite, 34% de la flotte stratégique russe a été bombardée. Et là aussi, c'est surtout important de montrer, comme ça a été dit par Hassan, par rapport à la date anniversaire du mémorandum de Budapest, que l'Ukraine, désormais, a une autre arme de destruction massive, c'est sa capacité d'utiliser ses drones. Les Russes aussi en ont, bien sûr, en nombre à peu près équivalent. Ça, c'est un élément important à avoir à l'esprit. Le deuxième élément important à avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y est pas tout à fait étonnant que, alors que l'on négocie, mais peut-on vraiment parler de négociation? Car après tout, la position russe n'a pas bougé d'un iota depuis les premières volontés ou les premières velléités de discussion en Turquie, il y a de cela plus de 2 ans et demi. Et de ce point de vue, c'est les Ukrainiens qui ont fait des compromis. Donc on ne peut pas parler de négociation de paix. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, la seule chose qu'on a obtenue, c'est la libération de prisonniers. Donc il ne s'agit pas de négociation de paix. Non, parce que les divergences, quand même, il faut rappeler peut-être à nos téléspectateurs, Emmanuel Dupuis, les divergences profondes entre ce que propose Moscou et puis aussi ce que refuse finalement Kiev. Il faut surtout dire ce que refuse la Russie. Et la Russie refuse pour l'instant un cessez-le-feu. Elle refuse d'arrêter le combat. Il avait été question, souvenez-vous-en, avec une pression insistante de la part de la coalition des volontaires qui s'était rendue à Kiev, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président Emmanuel Macron, le Premier ministre polonais Donald Tusk et le chancelier allemand, avec un cessez-le-feu de 30 jours. La Russie n'en a jamais voulu en tenir compte. Alors, peut-être que cette opération toile d'araignée, a eu un impact certain, puisque désormais la Russie demande à cesser le feu. Est-ce que ça pourrait être un catalyseur pour de futurs pourparlers, Emmanuel? Ça peut être cette opération? Non, c'est pas. Non, encore une fois, vous n'avez pas compris mon propos. La Russie ne veut pas négocier. C'est un catalyseur. Je vous interpelle dessus quand même. C'est un catalyseur pour montrer à la Russie que l'Ukraine la prend à son propre jeu. Alors que l'Ukraine était en train de négocier à Istanbul, alors que les négociateurs russes avaient envoyé des négociateurs de moindre importance, la Russie frappait de manière intensive par drone et par missiles interposés les principales villes ukrainiennes. L'Ukraine lui rend la monnaie de sa pièce. Ça s'appelle la guerre horizontale. Elle se déroule plus désormais seulement sur les territoires ukrainiens. Et c'est déjà une grande victoire d'avoir pu, en 1 heure, détruire 30 à 34% de la flotte stratégique. Donc ce sont des bombardiers de capacité nucléaire, faut-il le rappeler, des Tu-95, des Tu-92 et des A-50. Donc c'est un exploit déjà absolument considérable. Et comme ça a été évoqué, à près de 4200 km des frontières, ou même, et d'ailleurs dans la proximité, et puisque l'oblast de Koursk a été visé. Troisième élément, dernier élément, pour répondre à une interrogation, une discussion que vous avez eue auparavant avec Hassan, l'Ukraine désormais a la capacité de produire elle-même les matériels militaires qu'elle utilise.
elle se félicite d'avoir les missiles Taurus qui vont pouvoir frapper en profondeur. D'ailleurs, il n'y a plus de caveats. Le chancelier Christian Merz l'a dit. Désormais, il faut qu'on s'habitue à ce que la guerre advienne sur le territoire russe. Et c'est peut-être ça le game changer et peut-être l'accélérateur, car tant que ça se déroulait sur le territoire ukrainien avec, entre guillemets, des règles du jeu absolument mortifères, et particulièrement criminogène vu par la Russie, ça n'avait aucun impact sur la population russe. Désormais, il y a une très grande fébrilité. D'ailleurs, ce qu'on appelle les 1000 blogueurs, les blogueurs militaires, s'interrogent sur le fait qu'on ne puisse pas protéger des bombardiers stratégiques à près de 4000 km d'un conflit qui ne dit pas son nom. Alors, il y a une question, parce que vous avez justement parlé des négociations. Un mot rapidement sur cet appel du président turc, ou en tout cas, est-ce que le président turc et le président américain, faut-il rappeler aussi que les Américains n'étaient pas au courant de cette opération, ils n'ont pas été notifiés, c'est un fait majeur, et que maintenant le président turc et le président américain appellent encore une fois à une éventuelle médiation entre les deux parties. Est-ce que, je reviens à la même question, le fait que, par exemple, Zelensky dise on ne se soucie pas de la réaction de Poutine, parce que de toute façon, le plus important, c'est que Poutine va peut-être accepter de se mettre à la table des négociations avec des termes qui soient acceptables, et ça pourrait peut-être mener vraiment à des réels pourparlers sous l'égide des Turcs et des Américains. De mon point de vue, et ça n'engage que moi-même, l'attaque du 1er juin, la réaction de Poutine, pour moi, elle différera, c'est pour parler. Donc est-ce que l'attaque du 1er juin a torpillé peut-être des espoirs d'un cessez-le-feu et peut-être même de la paix? Un cessez-le-feu, Emmanuel l'a dit, les Russes n'en veulent pas. Mais en diplomatie, il y a toujours la porte ouverte. Après, les conditions ont été dévoilées. Et je ne voulais pas reprendre parce que ça semble irriter, mais ce que les Russes ont déclaré, ça a été déclaré après le 1er juin. Peut-être qu'ils ont revu leur copie aussi après cette attaque. Ils ont participé à ces pourparlers, malgré qu'ils aient été touchés quand même chez eux, au cœur de la Russie. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser sur les espoirs de paix. Et qui veut torpiller la paix ou les tentatives de pourparler? Ils étaient obligés d'y aller pour marginaliser un fait important, c'est les attaques. Et donc, il faut laisser le temps au temps. Mais de mon point de vue, c'est prévu pour la fin du mois de juin, me semble-t-il. Oui. Est-ce que les Russes vont y aller, sauf s'ils font un coup d'éclat? Alors, en parlant de coup d'éclat, on n'a pas parlé de la réaction. À quelle riposte il faut s'attendre? Bon, bien sûr, Vladimir Poutine ne va pas. Vous avez parlé tout à l'heure d'un momentum pour, entre guillemets, digérer. Pour digérer tout. Oui, mais comment il peut réagir? Comment il peut riposter? Je pense que la brutalité et l'impact médiatique, international et sur le moral des Russes, je pense qu'il va réagir plus brutalement. D'accord. Surtout que ça coûte cher. Emmanuel Dupuis, on parle de 7 milliards de dollars de conséquences, en tout cas de ces bombardiers qui ont été perdus, de pertes sèches, il faut le dire. Mais les sanctions occidentales sont-elles réellement efficaces pour empêcher la Russie de continuer à engranger des milliards avec ses énergies fossiles? Là, vous avez résumé la question. 7 milliards, c'est rien au regard de l'immensité des rentrées fiscales et des rentrées financières qui, malgré près de 3 ans de conflit, continuent d'agir. Et c'est précisément là que réside éventuellement une ouverture. C'est pas tellement vis-à-vis de Moscou ou vis-à-vis de Kiev. Les positions sont tranchées. Kiev est prêt à des compromis, la Russie n'est prête à aucun compromis. On donne l'illusion qu'il s'agit de cesser le feu alors que l'on négocie que le retour des prisonniers, et c'est déjà une bonne chose.
comprenez mon propos. Et éventuellement, on donne l'impression que le président turc va changer la donne et que lui sera en capacité de réunir et le président Zelensky et le président Vladimir Poutine et le président Donald Trump. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu désormais, c'est la pression sur les pays tiers. Et c'est ce que précisément a dit un sénateur américain, Lindsey Graham, le sénateur républicain de Caroline du Sud, en disant que désormais, c'est pas la pression sur Moscou qu'il faut mettre, mais c'est la pression pour ceux qui bénéficient de cette guerre. Et c'est peut-être là que la donne va changer. Car les sénateurs américains, ils sont 81 à avoir décidé qu'ils attendaient, mais pas trop longtemps, que le président Trump décide d'être beaucoup plus dur vis-à-vis de la Russie. De quoi s'agit-il ? 500% d'augmentation de tarifs douaniers sur des pays qui bénéficient et qui achètent de l'uranium, de l'or, du gaz, du pétrole russe. Et donc, les pays ciblés... Ils sont beaucoup. Il y a des pays européens. Emmanuel Dupuis, je me permets de vous interrompre, si vous le permettez. La France, en premier. La France continue d'acheter du gaz russe. Bien sûr, mais bien plus cher, mais bon. Que l'Inde, bien moins que l'Inde, bien moins que les Émirats arabes unis, bien moins que la Turquie. L'Inde en achète pour en revendre aussi. Et pour nous en revendre à nous. Mais ils en bénéficient donc de facto. Et c'est la raison pour laquelle Recep Tayyip Erdogan a été très insistant à ce que tout le monde vienne rapidement. Car maintenant, l'arme de destruction massive, c'est celle-là. C'est pas la riposte russe vis-à-vis de l'Ukraine. Il y en aura eu une. Est-ce qu'elle sera plus violente que l'augmentation des dernières semaines ? Peu importe. De toute façon, la brutalité russe est devenue quelque chose, hélas, auquel nous nous sommes habitués. Par contre, l'arme de destruction massive, c'est si effectivement l'extraterritorialité du projet de loi que les sénateurs américains sont prêts à voter. Pour l'instant, ils sont patients car le président Donald Trump leur a demandé quelques jours. Mais une fois qu'ils auront constaté que le président Vladimir Poutine n'entend pas aller dans le sens de la paix, le président Trump laissera passer cette loi. Il n'a pas d'autre choix. Et donc là, on verra évidemment quelle sera la pression sur Moscou. Le sénateur américain va plus loin que nous, Européens, puisqu'il dit qu'il faut saisir d'emblée les 300 milliards de dollars d'avoirs russes pour pouvoir réarmer l'Ukraine et donc ne pas aller vers une négociation, mais aller pour un renforcement des capacités militaires pour que l'Ukraine puisse résister à ce qui vraisemblablement est une opération, à défaut d'être une opération de printemps, mais une opération d'automne que la Russie préparerait. Alors, il faudra aussi quand même rappeler le contexte politique en Europe, Emmanuel Dupuis, avec aujourd'hui un président polonais issu de l'extrême droite qui s'est dit engagé à soutenir l'Ukraine, à repousser l'invasion russe, mais qui s'oppose à ce que Kiev rejoigne des alliances occidentales telles que l'OTAN. Il y a aussi une division au sein de la classe politique allemande. Alors, je ne suis pas tout à fait convaincu. Karol Nawrocki n'a pas dit grand-chose de différent que Donald Tusk ou d'Andrzej Duda, dont il est issu du même parti, qu'a dit Karol Nawrocki, le nouveau président, que la Pologne ne changerait pas de position et qu'il n'y aurait pas de troupes polonaises qui rentreraient sur le territoire ukrainien, et que la Pologne continuerait à soutenir militairement l'effort collectif des Européens pour défendre l'intégrité territoriale ukrainienne. Qu'a dit le chancelier Christian Merz, qu'il désormais était prêt à livrer des missiles Taurus tout en veillant et en mettant la pression pour négocier une paix juste et honorable. Qu'a dit le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Keir Starmer, qu'ils étaient prêts, eux, à mettre des troupes si cela provoquait l'arrêt des hostilités. Donc, et qu'a dit bien sûr la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui va rencontrer le président Macron demain, exactement la même chose. Je ne crois pas que les leaders dits d'extrême droite aient une position plus doléante vis-à-vis de la Russie. Les seuls qui l'en ont sont ceux qui sont caractérisés comme tels. Le Premier ministre slovaque Roberto Fico, qui s'est rendu aux manifestations de célébration de la victoire russe soviétique du 9 mai, et bien évidemment le Premier ministre hongrois qui met toujours une épée de Damoclès sur les résolutions européennes pour soutenir l'Ukraine. Je ne crois pas qu'il y ait un changement de position. De toute façon, comme vous l'avez vous-même dit, aucun pays européen n'est prêt à engager, en tout cas les principaux pays européens, les principaux contributeurs en matière de coopération militaire ne sont prêts à engager l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Du reste, il ne vous aura pas échappé que le président Zelensky en parle de moins en moins. Oui. Un mot de la fin, colonel Saoud, après ces frappes ukrainiennes en Russie. C'est David contre Goliath et dans cette séquence, c'est David qui a gagné. On la bataille, pas la guerre. La bataille, pas la guerre,
Mais comme l'a dit Emmanuel, ce n'est pas un game changer. Il y a des réussites sur les territoires ukrainiens par la Russie, même si c'est des grignotages. Donc il n'y a pas vraiment d'effet, il n'y a pas vraiment d'impact de cette opération. Et puis il y a beaucoup de pertes. Je pense que le rapport de force prochain nous indiquera est-ce qu'il y a une marge pour la diplomatie ou pas. C'est ce que nous espérons parce que cette guerre est atroce et il a causé beaucoup de dégâts. Et la Russie en a beaucoup. 1297e jour. Merci beaucoup, colonel Saoud. Merci à vous aussi, Emmanuel Dupuis, d'avoir enrichi le débat ce soir. Merci à vous, Khadija. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.